Israël est furieux face à la nouvelle condition posée par l'Iran dans le cadre des négociations menées par les États-Unis. Aucun accord final n'avancerait sans pression pour le retrait israélien du Liban et sans frein aux actions contre le Hezbollah. Le 18 juin 2026, ce point est devenu l'un des aspects les plus explosifs de la crise, car il touche directement à la sécurité d'Israël et donne au régime iranien une carte politique qu'il tente de présenter comme une victoire. Le mémorandum signé entre les États-Unis et l'Iran a ouvert une fenêtre de 60 jours pour tenter de transformer une trêve en accord final, mais il a également mis sur la table des sujets qu'Israël refuse de considérer comme de simples détails diplomatiques. L'exigence concerne le Liban, le Hezbollah, la présence militaire israélienne dans les zones de sécurité et la promesse iranienne de mettre fin aux attaques uniquement si ses alliés sont préservés. C'est là que la tension monte. Israël n'a pas participé en tant que signataire de l'accord, ne veut pas être lié par un document signé par Washington et Téhéran et voit un risque direct à accepter qu'un groupe soutenu par l'Iran gagne du temps, du répit et une protection politique. Le régime iranien tente de transformer le cessez-le-feu en protection pour ses relais régionaux, tandis qu'une partie de l'équipe de Trump exprime déjà des doutes quant à la réelle volonté de Téhéran de céder sur la question nucléaire. Que fera Israël s'il est poussé à reculer? Pourquoi l'Iran a-t-il placé le Hezbollah au centre de l'accord? Comment Trump va-t-il maintenir un pacte déjà contesté par ses alliés, les services de renseignement et le Congrès? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'accord préliminaire a été présenté comme une tentative de mettre fin à l'escalade militaire et de rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais la partie concernant le Liban a déclenché l'alerte en Israël. Le document traite de la suspension des opérations militaires sur plusieurs fronts, y compris le front libanais, et exige le respect de la souveraineté du Liban. En pratique, Téhéran tente d'utiliser ce langage pour pousser au retrait israélien des zones occupées après les combats contre le Hezbollah. Pour Israël, ce n'est pas un détail technique. C'est une menace concrète car le Hezbollah reste une force armée alignée sur l'Iran, installée près de la frontière et utilisée comme instrument de pression contre les villes israéliennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la présence de forces israéliennes au Liban serait une violation de l'accord négocié avec les États-Unis. Le message était clair, Téhéran veut inclure Israël dans un accord qu'Israël n'a pas signé. C'est cette manœuvre qui a irrité le gouvernement israélien et a immédiatement déclenché une crise politique. Du point de vue sécuritaire israélien, cela reviendrait à accepter que l'agresseur conserve sa structure et que la victime voit sa réponse limitée. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a réagi en affirmant que les forces israéliennes resteront dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée. Cette position a été une réponse ferme à la proposition d'accord, car Israël estime que quitter ces points maintenant ouvrirait la voie à la réorganisation des groupes djihadistes. Katz a présenté la question en termes de défense des communautés israéliennes, en particulier celles qui vivent près de la frontière. Le message était simple, Israël ne retirera pas ses soldats des zones qu'il considère comme essentielles pour empêcher de nouvelles attaques. Benyamin Netanyahou a également tenté de se distancier politiquement du mémorandum. Il a évité d'attaquer Donald Trump ouvertement, mais il a clairement indiqué que la décision avait été prise par les États-Unis et qu'Israël ne fait pas partie de l'accord. Le problème pour lui, c'est que la négociation apparaît comme une tentative de Washington de mettre fin à la guerre avant qu'Israël ne considère avoir terminé la tâche de démanteler les menaces du Hezbollah et de l'axe iranien. La réaction à l'intérieur d'Israël ne s'est pas limitée au cabinet. Des ministres comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont critiqué l'accord, estimant qu'il ne protège pas la sécurité israélienne. La critique la plus sévère est que le mémorandum favorise l'Iran en transformant le retrait israélien en monnaie d'échange, tandis que le Hezbollah ne procède pas à un véritable désarmement et que le programme nucléaire iranien reste entouré de doutes. Pour ce courant, il n'a aucun sens pour Israël d'abandonner des territoires conquis lors d'opérations militaires si l'autre camp conserve ses missiles, sa structure et son lien direct avec Téhéran. La tension est également apparue en coulisses dans la relation entre Netanyahou et Trump.
Les autorités israéliennes ont commencé à discuter avec les États-Unis pour tenter de maintenir la présence militaire dans le sud du Liban, même après la signature du mémorandum. Le différend maintenant ne concerne pas seulement l'Iran, il porte aussi sur qui définit la sécurité d'Israël. Washington veut préserver l'accord et présenter la trêve comme une victoire diplomatique. Israël veut garder la liberté d'agir pour attaquer le Hezbollah s'il perçoit un mouvement militaire à la frontière. Cette divergence place les deux alliés sur une trajectoire de confrontation. Le Hezbollah a profité de l'occasion pour exiger le retrait complet d'Israël du Liban et tenter de transformer le mémorandum en victoire politique. Le groupe sait que la pression internationale sur Israël peut servir de bouclier temporaire. C'est précisément cela qui inquiète le gouvernement israélien. Un cessez-le-feu qui donne au Hezbollah le temps de réorganiser ses positions, de récupérer ses routes et de reconstruire sa capacité militaire ne signifie pas la paix. Pour Israël, cela signifie repousser le problème et permettre aux bras armés de Téhéran de revenir plus fort lorsque la pression internationale diminuera. La question nucléaire aggrave encore la situation. Le mémorandum indique que l'Iran réaffirme qu'il ne développera pas d'armes nucléaires et que les parties négocieront les termes techniques au cours des 60 prochains jours. Mais ce langage n'a pas convaincu ce camp, les directeurs du renseignement américain. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, aurait exprimé des doutes quant à la réelle volonté de l'Iran de faire des concessions nucléaires importantes. Marco Rubio et Pete Hegseth ont également exprimé des inquiétudes, tandis que Steve Witkoff et Jared Kushner ont défendu la poursuite des discussions. Le problème, c'est que le régime iranien dit une chose à la table des négociations et une autre en coulisses. Des informations publiées par des médias américains indiquent que les autorités iraniennes discutaient de l'accord en interne d'une manière différente de celle qu'elles présentaient aux médiateurs et aux États-Unis. Cela renforce l'idée que Téhéran pourrait utiliser les 60 jours pour gagner du temps, alléger la pression économique, rouvrir des canaux d'exportation et préserver son programme stratégique. Israël regarde cela et voit la répétition d'une vieille tactique, une promesse diplomatique en vitrine et une résistance réelle en coulisses. La garde révolutionnaire islamique apparaît également comme un obstacle central. Dans les informations qui circulent, Ahmed Vaid et les factions dures de la structure militaire iranienne bloqueraient l'accord final, exigeant que chaque clause soit approuvée par l'aile la plus radicale. Cela crée une double négociation. Les diplomates discutent avec les Américains, mais ce sont les militaires idéologiques qui décident s'ils acceptent ou non. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et les autres négociateurs sont limités, car ils ne peuvent pas agir de manière indépendante vis-à-vis d'Israël. Cela confirme que l'interlocuteur réel n'est pas seulement le gouvernement iranien, mais aussi la machine militaire liée au terrorisme régional. Vaid aurait accusé l'équipe de négociation d'être trop conciliante avec les Américains. Cette pression interne révèle la fragilité de l'accord. De son côté, Trump tente de montrer qu'il a obtenu de Téhéran un engagement de trêve, l'ouverture du détroit d'Ormuz et une négociation nucléaire. De l'autre côté, l'aile dure iranienne essaie d'obtenir d'abord de l'argent, de préserver le Hezbollah et d'éviter de réelles concessions sur le programme nucléaire. L'équation ne tient pas. Si l'Iran exige le retrait israélien, maintient l'ambiguïté nucléaire et menace encore de faire payer le passage dans le détroit d'Ormuz, après la fenêtre de 60 jours, l'accord devient un champ de mines. La partie économique du mémorandum suscite également de la méfiance. Le texte évoque la reconstruction de l'Iran avec un plan allant jusqu'à 300 milliards de dollars, mais la présentation publique a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'argent directement issu du contribuable américain. L'idée serait de chercher des partenaires régionaux, des investisseurs privés et des nations arabes prêtes à financer la reconstruction. Le problème, c'est de convaincre quelqu'un d'investir du capital dans un régime instable, contrôlé par des factions militaires et accusé d'utiliser des ressources pour soutenir des milices. Le mémorandum prévoit des licences et des autorisations pour faciliter les exportations de pétrole iranien pendant la durée de la trêve et ouvre la voie à la discussion sur l'utilisation des fonds bloqués. Le texte n'élimine pas tous les doutes sur le moment et la manière dont ces fonds seraient débloqués. Pour les critiques, c'est un risque grave. L'Iran pourrait recevoir un allègement financier avant de fournir des garanties fermes sur le nucléaire, le Hezbollah et le détroit d'Ormuz.
Pour Israël, cela reviendrait à financer l'adversaire tout en exigeant de la retenue de sa propre défense. Le Congrès des États-Unis pourrait également bloquer l'accord. La Garde révolutionnaire islamique reste classée comme organisation terroriste et des règles adoptées précédemment compliquent toute tentative de retirer ce statut à court terme. Cela complique tout accord qui, directement ou indirectement, accorde des avantages à une structure liée au régime iranien. Donald Trump peut invoquer des pouvoirs exécutifs et des raisons de sécurité nationale, mais il ferait face à une forte résistance politique si l'accord semble faciliter la vie d'une force accusée d'attaquer des Américains, des Israéliens et des alliés au Moyen-Orient. La Maison-Blanche tente de soutenir que le mémorandum d'accord est un moyen de contrôler la crise, de réduire le risque d'une dépression mondiale et d'empêcher que le détroit d'Ormuz continue de faire pression sur le pétrole, l'inflation et le commerce. Mais Israël voit les choses autrement. Pour Jérusalem, faire baisser le prix du pétrole ne peut pas se faire au détriment de la survie stratégique à la frontière nord. Un accord qui apaise les marchés mais protège le Hezbollah devient un problème de sécurité nationale. Trump parie qu'il peut transformer la pression militaire en négociation. La difficulté, c'est que l'Iran veut transformer la négociation en répit. Le régime est arrivé affaibli, divisé et sous pression, mais il essaie encore d'obtenir des concessions avant de céder quelque chose d'irréversible. Israël perçoit cette manœuvre et réagit avec fureur parce qu'il sait comment ce jeu fonctionne. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.